la sixième séance du sixième séminaire de Chibolette qui est consacré à Raphaël Drey. Et ce qui nous rassemble, c'est le thème de Freud à Moïse sous le signe de Sion, identité juive, identité humaine, pour dessiner quelque peu l'ampleur de l'œuvre de Raphaël Drey. Alors nous serons quelques-unes et quelques-uns à évoquer sa mémoire et son apport considérable. Mais tout d'abord, je voudrais laisser la parole à Misha Gad-Volkovitz qui nous parle depuis Israël. Bien, bonjour à tous, vous m'entendez bien? Oui? Bon. Bien, écoutez, effectivement, je suis en Israël. Merci à Johan et à Thibaut d'avoir assuré la qualité du Zoom. Merci aux amis qui vont intervenir durant cette séance pour cet hommage à notre ami Raphaël Drey. Cette séance de Chibolette, elle correspond tout à fait à l'ensemble de l'ambition et de la démarche de Chibolette, justement, c'est-à-dire conjoindre l'analyse d'une actualité ô combien brûlante. On est en plein dans la clinique du contemporain, qui est notre objectif à renouveler à chaque fois. On est en pleine guerre, la lutte d'Israël, l'existence du peuple juif. Deuxièmement, l'abord d'une problématique fondamentale, l'identité en question, le sentiment d'appartenance. Et enfin, troisième objectif, le geste de pensée et la généalogie de l'œuvre d'un auteur qui nous est cher, dont la pensée produit des résonances justement dans le contemporain. Un auteur qui est aussi un homme ou une femme, aujourd'hui un homme, et son œuvre de vie, pas seulement son œuvre de pensée, particulièrement inspirante pour nous, pour discerner justement le vécu des uns et le vécu des uns et des autres et la perspective qu'on peut en tirer. Alors, le 7 octobre 2023, il faut y revenir, euh, a produit effectivement chez nous des traumas abyssaux et je ne vais pas les rappeler, les massacres qui nous ont mis face aux déshumains, qui ont évidemment produit des troubles d'identité, des troubles de confiance, des troubles de sentiment d'intégrité, et qui ont touché, au fond, au plus profond, ce qu'on avait chacun et collectivement de mandat intergénérationnel. Cette crise d'identité produite par ce trauma, qui est lié au massacre, mais lié aussi, ce sont des massacres qui justement visaient à anéantir notre identité individuelle, mais notre identité de peuple, y compris par la forme même du massacre, des opérations criminelles, a été aussi doublée par une sorte de mise hors humanité, hors monde du peuple juif, du peuple d'Israël, qui participe évidemment du massacre et à cette attaque d'identité. On peut quand même rajouter aussi que cette crise d'identité était peut-être antérieure au 7 octobre et qui a peut-être participé aussi à une sorte de faillibilité au fond de la vigilance et de l'attention à ce qui était essentiel pour, pour la sécurité israélienne. Bien sûr, on a assisté à cette meute antisémite dès le 8 ou 9 octobre dans le monde entier, qui, on pourrait dire, a refait de nous, de façon extrêmement spectaculaire, ce que Pinsker appelait l'élu de la haine universelle. L'élu de la haine universelle au travers une religion universelle aujourd'hui, qui est le palestinisme. Alors, euh, pour en revenir à l'identité, paradoxalement par rapport à tout ce qui a été vécu, quand on est en Israël, je ne sais pas si vous le sentez tous en France, ce qui nous hallucine au fond, ce qui nous surprend très profondément, ce qui nous saisit, c'est au fond ce caractère énigmatique du peuple juif qui, malgré ça, on l'a vu encore récemment, mais on l'a vu à des périodes depuis le 7 octobre, le peuple juif se redresse et finalement s'unit avec une force inouïe, au-delà des divergences, au-delà des différends, transcendant au fond les clivages
qui s'était opéré et qui était lié au fond à quelque chose qui était probablement propre à l'évolution israélienne, mais propre au monde aussi, c'est-à-dire le développement des identitarismes et des idéologies en cours. Au fond, qu'est-ce que c'est cette question qui nous revient régulièrement, qui était celle aussi de Freud, quel est ce caractère énigmatique du peuple juif? Quelle est sa consistance? Quelle est sa substance? Quel est cet édifice invisible? Comment il est construit? Qu'est-ce que cette intériorisation, pas seulement, par exemple, du temple détruit, mais de son idée, pas seulement de l'homme Moïse, mais de l'idée qu'il représente, c'est-à-dire une construction anti-idolâtre? Comment elle s'est construite? Est-ce qu'elle participe d'une constitution spécifique à partir de cette intériorisation plutôt que sur le mode de l'incorporation cannibalique, comme on le voit dans d'autres formations? Qu'est-ce que c'est que ces traits identificatoires communs qu'on retrouve aujourd'hui, encore une fois, au-delà des différences? Qu'est-ce que c'est que ces forces émotionnelles tellement puissantes qu'on ne peut les décrire, qu'on ne peut les manifester par des mots, et qui constituent une sorte d'identité intérieure commune donc à ce peuple. Qu'est-ce que c'est que ce sentiment et qui participe et qui vient sans nul doute de quelque chose d'inconscient dans une transmission particulière que Freud appelle phylogénétique. Qu'est-ce que c'est que ce sentiment d'appartenance suffisamment puissant, confiant, on pourrait dire, pour que, il y ait une singularité de chaque juif, pour qu'il s'extrait de la masse, pas seulement de la masse en dehors du peuple juif, mais aussi à l'intérieur de sa communauté. Ce sentiment d'appartenance, Freud l'appelle la judéité, c'est peut-être là-dessus. Aujourd'hui, en Israël, en tout cas, on discute beaucoup et ça a été, je crois, probablement l'une des problématiques ces derniers mois, ces dernières années. Au fond, chacun avec sa façon d'être juif, pouvait considérer la façon dont on devait gouverner, dont on devait se situer par rapport à tel personnage, dont on pouvait se situer par rapport à telle réforme, par rapport aussi à la question des otages, comment faire, est-ce qu'on doit faire finir la guerre, etc. Au fond, on a assisté à ces identitarismes, ces particularités qui faisaient qu'en fonction que chacun se considérait comme juif ou autre, hébreu, israélien, athée, post-sioniste, on pouvait avoir des avis différents. Il semble effectivement qu'aujourd'hui, notamment depuis ces 2 dernières semaines, quelque chose ait pu comme ça s'apaiser. En tout cas, en tout cas, la question, c'est ce sentiment d'appartenance qui nous lie de façon assez forte et je crois qu'on parlera de cela ce soir. En tout cas, c'est quelque chose, et je le dirai tout à l'heure à propos de Raphaël, à propos de quoi on échangeait absolument énormément, la judéité. Freud rajoute qu'au fond, qu'on ait la foi ou pas, qu'on ait un excès de nationalisme ou pas, au fond, qu'est-ce qui reste? Et il disait l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est l'attachement, mais un attachement, on pourrait dire constitutionnel, qui s'est vraiment intériorisé, qui nous constitue à des valeurs éthiques dans l'après-coup de certains refusements. Refusement d'une jouissance et d'une perception immédiate, refusement avec l'interdit de la représentation, et la facilitation du passage de la domination de la sensorialité à celle de la Geschichtkeit, c'est-à-dire de la spiritualité, intellectualité, le passage du visible au lisible. Quelque chose qui ouvre à l'indéfini de la pensée, à l'infini, plutôt qu'à un absolu. Le reste, donc, c'est quelque chose qui nous échappe, que j'appellerais, moi, la transmission de la transmission, cette notion que je lirais, que j'ajouterais à ces deux autres concepts dont on a parlé, l'identité et l'appartenance. Au fond, un peuple, à contrario de ce que disait Shlomo Sand, qui disait que c'est un peuple qui s'est inventé, le peuple hébreu s'est inventé, ben justement, c'est justement sa richesse de s'être inventé et de transcender effectivement les questions biologiques, les questions génétiques, et un peuple qui est régulièrement capable de s'inventer, qui n'a pas besoin d'exterminer un autre peuple pour exister. C'est un choix. Alors, Raphaël,
Je dis tout ça pour rappeler effectivement tous ces échanges avec Raphaël Drey, une amitié tellement proche, une affection réciproque, un compagnonnage de pensée et de combat qui nous a réunis pendant plus de 15 ans, depuis le colloque où j'avais invité Schmattès, La mémoire par le rebut, jusqu'à Si c'était Jérusalem, l'une des, avec cette figure qui est l'une des grandes et décisives figure de la pensée juive, mais bien au-delà de la pensée juive. En tout cas, l'une des grandes rencontres pour moi et relations dans la vie que j'ai pu avoir. Un grand homme, exigeant, rigoureux, mais toujours bienveillant, à l'éthique chevillée au cœur et à la pensée, commentant le Et tu choisiras la vie pour toi et tes descendants, très important, et évidemment ce concept qui m'est cher et qui lui était cher comme à Beno Gross, est celui de liberté responsable. Une responsabilité assumée, individuelle et collective, de pensée et d'action. Au fond, c'était un grand homme et un homme freudien. Pourquoi un homme freudien? Parce que comme Freud faisait en réunissant ce qu'on appelait le comité du mercredi, au fond, il réunissait toutes les disciplines. Il avait une culture monumentale et il réunissait toutes les disciplines. Il les convoquait comme personne. Les divers champs d'études, le droit, les sciences politiques, la psychanalyse, la philosophie, la pensée juive évidemment, l'art et littérature, la science du langage, pour aborder une question tout en évitant toute synthèse résolutive, toute réduction, toute conception du monde préalable que condamnait d'ailleurs la Weltanschauung, que condamnait déjà Freud. Chacune de ces disciplines s'enrichissaient les unes des autres, il les faisait s'enrichir les unes les autres, il les réétrangérisaient, pardon, qui ouvrait ainsi au champ de l'indéfini de la pensée, de la métaphore, du transfert de transfert, encore une fois pour de l'infini plutôt que de l'absolu. Inlassable travail de culture qu'il menait, qu'il nous faisait, dans lequel il nous menait, car cette terre promise, Israël, il faut la mériter. Selon la formule freudienne, vo es war, soll ich werden, c'est la formule de Freud sur le travail de culture, c'est-à-dire où est le moi, le je, où est le ça, pardon, l'inconscient, que le je et le moi se révèlent. Il le faisait dériver avec cette formule Vo es Canaan, Sol Israël Verden. Là où était Canaan, qu'Israël Verden. C'est un travail de culture, d'ailleurs ça rejoint Chibolette, pourquoi on a choisi le nom de Chibolette. C'est un travail de culture de la terre, un travail physique, mais aussi évidemment un travail spirituel euh, qui, euh, qui participe d'une éthique à la fois de vérité, une éthique d'élévation, d'élévation élection. Lévinas disait d'ailleurs que l'élection évidemment de l'alliance, une alliance réciproque, de responsabilité réciproque, était quelque chose que tous les peuples devraient ambitionner parce que c'était le choix d'un destin exceptionnel. Et puis, donc, le choix de cette liberté, de cette liberté responsable. Euh, il était plongé dans un dialogue avec les autres religions, notamment la religion chrétienne en particulier, très ouvert, mais toujours ferme dans la défense d'Israël et l'amour du peuple juif, contrairement à certains qui ont besoin de se démarquer du peuple juif quand l'image de ce peuple leur paraît salie ou sale, qu'ils n'ont pas les mains propres. Lui avait l'amour du peuple juif et défendait Israël de toute façon, tout en argumentant et tout en travaillant un petit peu les idées ensemble. Euh, Son œuvre est considérable. Je vais citer simplement quelques ouvrages. Évidemment, Identité juive, identité humaine, dont on a, qui est comme sous-titre aujourd'hui et qui est le centre un petit peu de notre réflexion. Je citerai aussi Totem et Torah, Freud et Moïse, Abraham, Topic synaptique, synaptique, pas synaptique, La sortie d'Égypte, Sous le signe de Sion, qui est aussi le titre qu'on a emprunté pour notre rencontre. Il nous manque terriblement, comme mon autre copain à qui on a rendu hommage à Tel Aviv il y a 2, 3 semaines, Michael Bartzvi, pour penser et affronter les défis et les enjeux d'aujourd'hui, particulièrement aigus, bien qu'intemporels.
Son affection, sa confiance, sa pensée, ses échanges nous manquent terriblement. Ils incarnent tous deux l'être, l'existentionniste, une façon d'être transcendant les idéologies, la question de la foi aussi. En tant que le sionisme est le prolongement, pour Raphaël, que je partage, le prolongement du judaïsme, renouvelant l'élection, l'alliance ternaire, la terre, la guerre, éloge de la guerre après la Shoah, écrit Michael Bartzwy, le peuple, le livre, la loi, intriquant l'ancien et le nouveau, la tradition et la création, l'étude et la confrontation au savoir moderne, mettant à l'œuvre la transmissibilité et l'uchronie, c'est-à-dire la perspective du futur, l'invention de la liberté, on l'a déjà dit, et du lien singulier collectif, l'élévation de l'esprit, la Gestigkeit. Je voudrais simplement faire remarquer quelque chose qui est frappant. Un soldat de Tsahal, avec une kippa ou avec des piercings, est traversé, habité par une histoire commune, une appartenance commune, par le livre. Voilà. C'est un peu comme ça que je voulais rendre hommage à Raphaël et introduire cette soirée. Et je passe la parole tout de suite. Alors, il y aura un ordre, Dan Drey, Sandrine Svag, Rivonne Crigier, Georges Sarfati, Judith Buchinger et Thibaut Moreau. Et je passe la parole, j'en suis très heureux, à Dan. Merci beaucoup, cher Micha, pour ces mots d'accueil et de mise en perspective qui rendent bien compte de l'ampleur de vue de notre ami Raphaël Drey et aussi de sa très grande humanité, qui sera, je pense, évoquée aussi par la plupart des intervenants ce soir. C'était une introduction très inspirante, puisque tu as aussi rappelé dans quel contexte cet hommage à Raphaël Drey est rendu ce soir. Contexte de guerre incessante depuis 2 années maintenant, et contexte de problématisation de nos consciences et de nos inconscients depuis tous ces mois. Crise d'identité à laquelle Raphaël Drey avait déjà euh, envisagé de poser un certain nombre de questions qu'il a essayé de résoudre dans la plupart de ses ouvrages. Donc, je suis content ce soir de commencer par donner la parole à Sandrine Schwartz, qui est docteur en histoire et directrice d'études de l'Institut Elie Wiesel. Merci, Georgélia. Bonsoir à toutes et à tous. Pour commencer, je tenais à remercier l'association Chibolette et tout particulièrement Michel Gad-Volkovitch pour cette invitation à rendre hommage à Raphaël Drey, une figure tutélaire pour beaucoup d'entre nous. Cet hommage n'est pas seulement un devoir de mémoire ou de respect envers un homme brillant, c'est un geste de fidélité envers une pensée exigeante. Et ce mot d'exigence, Michel Gad-Volkovitch l'a rappelé à l'instant. Fidélité à un homme qui a compté dans ma formation parce qu'il m'a guidée, encouragée et à qui j'ai d'ailleurs dédié mon étude qui s'intitulait de manière quelque peu provocatrice, je vous la montre, La culture juive a-t-elle un avenir en France? Et évidemment, hein, nous étions en 2016 et c'est d'autant plus d'actualité en 2025. Alors la dédicace commençait par ces mots. À l'homme de culture qu'était Raphaël Drey, de mémoire bénie, et à la promesse tenue de perpétuer le message de l'école de pensée juive de Paris. Est-ce que vous m'entendez bien ou est-ce que ça résonne? Ça résonne. Si je change de micro, est-ce que c'est... Non, ça... Alors peut-être que j'éloigne un peu plus mon micro. Voilà. Pourquoi? Parce que sa pensée était enracinée dans l'école française de pensée juive. Raphaël Drey s'inscrit en effet dans cette généalogie intellectuelle et spirituelle qu'a représentée l'école française de pensée juive, marquée par le groupe des quatre, Emmanuel Lévinas, André Neher, Léon Ashkenazi et Eliane Amadou Lévy-Valency. Il en fut, pourrait-on dire, l'un des derniers bâtisseurs, ou peut-être le passeur vers une génération qui cherchait à en poursuivre le souffle. Et c'est pourquoi l'intervention de ce soir que je vous propose s'intitule Sagesse juive, culture universelle, Raphaël Drey, bâtisseur de passerelles. En 1970, son intervention au colloque des intellectuels juifs de langue française, aux côtés de ces grandes personnes dont je viens de citer les noms, juste avant la leçon talmudique de Lévinas, en était le témoignage précoce. Il y affirmait déjà, je le cite, la relation interhumaine s'établit entre des visages, autrement dit entre des faces et des voix, dans sa plus grande portée, cette relation est relation de civilisation. Et si vous voulez lire l'intégralité de son intervention,
Les actes des colloques ont été publiés, quasiment tous, sauf un, et c'est dans le tome qui s'intitule « Jeunesse et révolution dans la conscience juive, données et débats ». Cette citation induit un programme de pensée et d'action, celui de relier les visages, faire parler les voix, tisser un récit collectif au-delà des ruptures. Raphaël Drey, dès ses débuts, se place ainsi dans le fil d'une conscience juive qui dialogue avec la modernité. Il y ajoute son propre ton politique, juridique, psychanalytique, mais toujours fidèle à la profondeur du texte. Et je vais essayer de résumer en 3 grandes parties l'essentiel des thématiques qui sont pour moi le fil conducteur de son œuvre. Et la première partie, c'est la filiation intellectuelle féconde entre Éliane Amado Lévy-Valency et Raphaël Drey. Le nom d'Éliane Amado Lévy-Valency revient souvent dans l'œuvre de Raphaël Drey. Leur rencontre, qui fut la conséquence de la découverte heureuse d'un de ses livres à l'été 68, fut pour lui décisive. Comme il le reconnaît lui-même dans Les Pays d'après, je le cite, « Les effets s'avérèrent une fois de plus décisifs, entrant dans la série de causes qui m'ont conduit sur des chemins dont je n'avais justement nulle idée. » La philosophe et psychanalyste l'accueille alors qu'il s'apprête à rejoindre l'université Bar-Ilan et très vite, une relation de filiation s'instaure. Elle dira même de lui « Tu as polarisé mes certitudes les plus profondes. Si quelque chose a passé de moi à toi, j'ai autant reçu que donné. Cela s'inscrit dans la généalogie, donc dans le projet de Dieu. » Et tout à l'heure, Michel Gad-Volkovitch parlait des 3 thématiques essentielles. Et là, on est sans doute dans celle de la transmission de la transmission. C'est une déclaration rare, forte, presque biblique dans son intensité. Elle le considère comme son fils spirituel et lui, à son tour, lui rend hommage dans plusieurs textes, affirmant qu'elle mérite une place égale à celle de Simone Weil, Edith Stein ou Hannah Arendt. Entre eux, plusieurs points d'affinité majeurs. D'abord, la conviction que la pensée juive ne peut être réduite à une mémoire ou une théologie, mais qu'elle est une ressource vive pour les sciences humaines et la psychanalyse. Ensuite, leur attachement à la pluridisciplinarité rigoureuse. Ni juxtaposition, ni collage, mais dialogue critique entre philosophie, psychanalyse et tradition juive. Par ailleurs, la conscience que le judaïsme porte, une parole singulière sur la modernité, qu'il faut entendre, traduire, parfois contester, d'où leur lecture ontologique des textes, ancrée dans l'actualité la plus brûlante, ce qui aboutit à cette volonté partagée de faire de la parole une forme de justice. En ce sens, leurs messages respectifs mériteraient d'être écoutés de nos jours. Ils partageaient aussi un regard lucide sur les limites de la modernité occidentale, souvent aveugle à la source juive de sa propre pensée. Chez elle comme chez lui, il y a ce courage de dire que le judaïsme n'est pas une survivance, mais une ressource active pour la pensée, la psychanalyse et même le droit. Chez Éliane Amado Lévy-Valency comme chez Raphaël Drey, le dialogue est la structure fondamentale de la pensée. Elle en fait un schème ontologique. Elle montre avec Platon que la dialectique n'est pas un débat pour gagner, mais un exercice de vérité. Drey, de son côté, écrit « Ce que j'ai appris auprès d'elle, c'est à écouter l'autre comme un texte, à risquer la rencontre, à ne pas reculer devant la complexité. » Il partage avec elle ce goût du texte, ce respect du sensible et cette conviction que la parole peut être justice. Mais cette proximité, comme toute filiation authentique, connaît aussi ses tensions. Ils envisagent ensemble un livre à 2 voix. Le projet échoue, peut-être parce qu'il est temps pour le disciple de tracer son propre chemin. Éliane écrit à ce sujet « Le projet fut suspendu, ce qui lui conférera un ou des sens supplémentaires. Rien n'est annulé, tout est métamorphosé. Cette phrase pleine de tact et de lucidité illustre bien le lien qui les unissait, un lien non d'adhésion servile, mais d'engendrement spirituel. » Et on arrive à notre deuxième point, judaïsme et psychanalyse, un fil rouge dans l'œuvre de Drey. Il est juste que cet hommage ait lieu devant des psychanalystes. Raphaël Drey a toujours pris la psychanalyse au sérieux et l'a considérée comme un interlocuteur essentiel du judaïsme. Comme l'a noté Paul-Laurent Assoun, Raphaël Drey voyait dans la psychanalyse un savoir de l'inconscient.
capable d'éclairer les fondements du politique, notamment à travers la figure mosaïque chez Freud. Il dira même de lui, je le cite, donc c'est Paul-Laurent Assoun, « Raphaël Drey, homme de savoir et de vérité, ne pouvait que rencontrer ce savoir de l'inconscient qu'est la psychanalyse. Il en a tôt perçu la portée pour la science du politique et les affinités avec le judaïsme. De la politique de l'inconscient à l'archéologie du lien mosaïque de Freud, on montre la continuité et la signification de la présence de la psychanalyse dans sa réflexion, fil rouge dans le tissage de cette œuvre animée par le désir du texte et la passion talmudique. Il n'a néanmoins jamais succombé aux sirènes du rejet ou de la simplification. Dans une ligne parallèle à celle d'Éliane Amado Lévy-Valency, Raphaël Drey soulignait le refoulement de la référence juive dans l'œuvre freudienne, ce qu'elle appelait la référence occultée. Drey l'a réactivée. Il ne s'agissait pas de psychanalyser Freud, mais de penser avec lui, malgré lui, à partir de l'héritage juif. Et il y a ce bon mot d'Arnold de Mandel, concernant Éliane Amado Lévy-Valency et son rapport à Freud, qui disait qu'elle essaie sans arrêt de mettre une kippa sur la tête de Freud, mais elle ne cesse de tomber. Pour Éliane, comme pour Raphaël, la psychanalyse ne guérit pas sans la parole du texte, sans la mémoire du mythe. Le récit d'Israël, du Sinaï, de la sortie d'Égypte n'est pas un folklore, mais une matrice de sens. Et avec Éliane Amado Lévy-Valency, Raphaël Drey a vu que la psychanalyse freudienne, construite sur les mythes grecs, devait retrouver ses fondements bibliques. Et comme elle le disait, la psychanalyse ne pourra guérir qu'en redécouvrant ses mythes juifs. Drey prolongera cette idée. Il reconnaît chez Freud une part occultée, ce que Lévy-Valency appelait la référence refoulée, et tente de la ramener à la lumière. Il montre ainsi que le récit biblique a commencé par l'Exode, et qu'il n'est pas un décor, mais une structure de libération de l'inconscient collectif. Et on en arrive à notre dernier point, combattre par la parole et par l'étude. Raphaël Drey est né à Constantine en 1942 et il a connu l'arrachement. Le déracinement algérien a nourri toute sa réflexion infusée par cette nécessité de combattre par la parole et par l'étude. Il aimait, à l'occasion, les combats de boxe. Non pas par goût de la violence, mais parce que on pouvait y voir une métaphore du débat intellectuel. Alors, je vais vous dire quelque chose qu'il m'a dit, et souvent, dans les relations avec autrui, qui se passent tous les jours, eh bien, je pense à cette réflexion de Raphaël Drey, qui m'avait dit « Une dispute, c'est comme un combat sur un ring, on prend des coups, on en donne parfois, mais il faut que ça passe. » Il avait cette capacité rare d'accueillir la confrontation sans la prendre comme une trahison. Et c'est une leçon précieuse dans un monde où trop souvent, débattre revient à vouloir l'emporter. Lui nous disait à travers cette métaphore, apprenons à nous disputer sans nous perdre de vue, apprenons à sortir du ring sans en sortir brisé. Alors, je vais aller un peu plus vite que prévu sur ce que je voulais vous dire. Ce qui est important aussi d'avoir en tête, c'est que Raphaël Drey n'était pas qu'un homme d'idées. Il avait une pensée, une véritable pensée. Dans une époque souvent marquée par la vitesse, la simplification, la polémique, Raphaël Drey incarnait l'inverse, la lenteur, la cohérence, la profondeur. Raphaël Drey était un penseur de fond. Roger-Paul Droit le décrit comme un homme qui prenait les questions à bras-le-corps sans les esquiver. Il refusait les cloisons entre sciences humaines et théologie, entre droit et prophétie, entre Talmud et actualité. Ce qui voulait dire qu'il était un homme qui ne trichait pas, qui allait au bout des questions, qui ne séparait jamais l'intellect de l'éthique. C'est Roger-Paul Droit qui disait ça. Et je vais vous citer une citation de ce philosophe concernant Raphaël Drey. Il disait « Dans la pensée, il existe des sprinteurs et des coureurs de fond. Raphaël Drey appartient à cette dernière catégorie qui ne se définit pas simplement par la persistance dans l'effort, ni par la durée de l'attention. Ce qui caractérise le penseur de fond, c'est l'exigence de ne pas faire semblant, de prendre les questions à bras-le-corps, sans rechigner devant leurs difficultés ou leur ampleur. Des exemples précis suffisent à rappeler avec quelle constance cette ténacité généreuse anime l'œuvre de Raphaël Drey. Pour toutes ces raisons et pour d'autres, la pensée de Raphaël Drey poursuit et s'inscrit dans l'école française de pensée juive. Et je pourrais citer des citations de Shmuel Trigano à cette idée, mais je vais aller à ma conclusion tout de suite, celle de l'espérance active.
Je voudrais conclure par les mots qui furent pour lui, comme pour Éliane Amado Lévy-Valency, une boussole. Et tu choisiras la vie afin que tu vives, toi et ta descendance. Ce verset n'est pas une citation pieuse, c'est une éthique, un appel, une orientation existentielle. Il invite chacun de nous à refuser la paralysie, le désespoir, l'oubli, à faire que notre parole, notre savoir, nos engagements soient au service de la vie. Un jour, dans une de nos conversations, Raphaël Drey m'a dit à propos d'Éliane Amado Lévy-Valency, être une femme, c'est un obstacle à franchir. Il ne le disait pas avec résignation, il le disait avec clarté, avec cette conscience douloureuse que même dans les milieux intellectuels les plus éclairés, être une femme reste un combat à part entière. Cette phrase m'accompagne encore aujourd'hui. Elle ne dit pas seulement quelque chose d'Éliane, elle dit quelque chose de toutes les femmes et de ce que cela peut encore signifier en 2025. De son côté, Éliane Amado avait forgé un concept décisif à partir d'une lecture critique de Claude Lévi-Strauss, celui du virilocentrisme. Elle désignait ainsi le pouvoir normatif du masculin dans les systèmes de pensée, y compris et peut-être surtout dans les milieux religieux et intellectuels juifs. Dans une lettre à Eliane datée d'août 69, Raphaël Drey commente les opinions de Charles Maurras et écrit « Ah, tu as raison de dire que notre société virilocentrique n'a pas de leçon à donner aux pays islamiques. » Cette complicité intellectuelle, parfois ironique, souvent lucide, portait une critique radicale, celle de la peur du féminin dans la tradition occidentale et même dans certaines formes de judaïsme. Eliane écrivait en reprenant un vers d'un poète arabe qu'elle commentait, « Les femmes pouvaient-elles commencer l'histoire? Sans doute, en effet, ne le pouvaient-elles pas, ce qui ne veut pas dire qu'elles n'y doivent pas entrer à part entière, et même que cette rentrée ne doit absolument pas, ne doit pas être nécessaire à cette histoire faite par les hommes, et mal. Mal en effet, car c'est développé en elle cette peur des femmes dont parle Lerner, qui a pris les masques divers de l'adoration idolâtre et du mépris. Alors, vous l'avez compris, cette référence au masculin et féminin est un point important aussi des liens de pensée, d'interfécondité entre les œuvres de Eliane Amado et de Raphaël Drey. Et je voudrais juste finir que penser le féminin, non comme un supplément, mais comme la structure de la relation, c'est encore cela, choisir la vie. Raphaël Drey a choisi la vie, même dans la maladie, même dans la lucidité la plus aiguë sur le monde. À nous désormais de faire fructifier ce legs, de poursuivre le dialogue, de faire entendre ces voix juives, trop souvent oubliées mais toujours vivantes. C'est maintenant à nous de choisir la vie en poursuivant cette œuvre, en relisant ses textes, en dialoguant avec lui, comme on dialogue avec un maître. Merci. Merci beaucoup à Sandrine Schwartz pour cette très belle exposé qui restitue une des filiations majeures de la pensée de Raphaël Drey dans son rapport à Eliane Amado Lévy-Valency. Voilà. Je voudrais maintenant laisser la parole à Dan Drey, le fils de Raphaël Drey. Je le présente en quelques mots. Dan est chef d'entreprise, éditeur des œuvres de son père. Dan, je vous laisse la parole. Merci. Donc, merci à vous tous pour l'organisation de ce colloque en hommage à mon père, dont on va tristement célébrer le 10e anniversaire de la disparition dans quelques jours maintenant. Il est décédé le 17 juillet 2015. J'aimerais aussi associer à mes remerciements ceux de ma maman, qui hélas n'a pas pu venir pour des raisons de santé, et ma sœur qui est restée bloquée en Israël pour les raisons que vous connaissez tous, et qui devait hier, la semaine dernière, participer à la version du colloque à Tel Aviv et qui, hélas, n'a pas pu se tenir en raison d'un certain tyran iranien. Micha m'a demandé d'intervenir sous un angle un peu plus intime, plus familial, plus léger. Donc je ne vous parlerai pas de Freud, même si j'ai quelques expériences croustillantes à partager avec vous, mais on le fera en dehors de cette conférence. Et en glisse de clin d'œil, puisque cette conférence se nomme de Freud à Moïse sous le signe de Sion, j'aurais aimé suggérer à Micha de rajouter de Freud à Moïse, en passant par, s'il y a des Constantino dans la salle, par Sidi Fred Jalimi, Alphonse Alimi, le boxeur,
cher Raymond, Robert Gamzon pour les amateurs d'ESEI, Albert Camus, Victor Hugo, et j'en passe. Car la vie de mon père, comme beaucoup de sa génération, ne fut ni rectiligne ni homogène. Désolé, il resta jusqu'à son dernier souffle attaché à cette identité multiple, française, juive, pied noir, et son un amour indéfectible pour Israël. Ce fut un cheminement jonché d'épreuves, parfois de drames, de rencontres providentielles. Tu en as parlé, Sandrine, on y reviendra. De bouleversements, de combats, de foi et toujours d'espoir. Et comme il l'écrivit dans Le Pays d'avant, dont le titre initial était Lieu de naissance, lieu et naissance au pluriel, chaque être humain naît pour la première fois à une date précise, à un lieu particulier. Mais en réalité, cette première naissance est suivie de beaucoup d'autres. C'est d'ailleurs pour cela, c'est moi qui le rajoute, qu'en hébreu, la vie se dit au pluriel, elle se dit Chaim. Alors, pour commencer dans la trajectoire de mon père, il faut parler de sa naissance. Et on parlait d'identité juive. La naissance était une identité juive et pas plus que ça. Et je m'explique. Mon père est né en mai 42 à Constantine. Et en mai 42 à Constantine, les Juifs avaient perdu la nationalité française puisque le décret Crémieux avait été abrogé. Euh, le décret Crémieux qui avait donné en 1870 à tous les Juifs d'Algérie la nationalité française, qui était une grande fierté pour certains d'entre eux et pour beaucoup d'entre eux. Euh, et ce n'est qu'en 1943 que le décret Crémieux fut rétabli. Et donc, il naquit sous un statut d'indigène, mais juif. Plus tard, puisqu'on va rester à l'état civil, une autre surprise qui aurait pu sembler anecdotique, mais qui finalement joue un très grand rôle dans sa vie, va troubler sa construction mentale ou peut-être psychique. Tu me le diras, Micha. Toute sa famille l'appelait Pierre ou Pierrot. C'était le prénom choisi par ses parents, en cohérence avec la tradition dans les familles juives d'Algérie. En tout cas dans ma famille, donner un prénom français en premier et un prénom hébraïque en second, généralement celui des grands-parents. Mais à son entrée en sixième, attendant en vain d'être appelé par le surveillant dans le préau de son nouveau collège, il réalisa qu'à l'état civil, mon grand-père avait inversé cet ordre établi et mis Raphaël en premier prénom. Inversion involontaire ou assumée, nous ne le sûmes jamais. Bien que sa famille et ses amis continuèrent de l'appeler Pierrot, il décida d'assumer ce prénom Raphaël comme prénom officiel. Raphaël, le nom de l'ange, comme il l'appelait, l'ange, excusez-moi, l'ange guérisseur, était celui avec lequel, je ne pensais pas que ça me prend, avec lequel il allait poursuivre son parcours et mener ses combats jusqu'au tout dernier. Ça va aller, hein, ne vous inquiétez pas. Il portait aussi un soin particulier à la prononciation de son nom de famille, Drahi, avec le tréma sur le i. Pour lui, ces deux points formaient un pont, peut-être celui de Constantine, le pont suspendu. Mais au-delà de cet aspect visuel, il avait découvert que ce i tréma évoquait une possible origine lévitique dans la région du Dra, au Maroc, de cette famille. Alors, une fois passé l'état civil, je vous propose d'aller à Constantine. Mon père a grandi dans une famille qui n'était pas orthodoxe, mais qui baignait dans une culture juive très forte, assumée, une grande fierté de leur judaïsme et heureuse. Avec en particulier, c'est quelque chose qui m'a toujours marqué, un fort attachement au rabbinim de son enfance. Rebbe Daniel, Rebbe Nakash, Sidi Fredj. C'était une génération de rabbinim qui était bien moins connue que les dynasties de rabbinim marocaines ou ashkénazes, mais d'un niveau d'érudition exceptionnel, baigné dans la culture française. Je vous invite d'ailleurs à lire ce qui ont été publiés récemment, les écrits de Abraham Halimi, le père de Sidi Fredj, qui sont écrits dans un français parfait, d'une très grande hauteur d'esprit et qui surtout avait l'intelligence, comme le rappelait souvent mon père, de ne pas mettre sur les épaules déjà très chargées de leurs ouailles le judaïsme à charge. Et il gardait en permanence une photo de ses rabbinim sur lui. Il y avait aussi une tradition familiale juive très forte. Encore une fois, je vous l'ai dit, c'était pas une famille de rabbinim, mais ni très orthodoxe, mais malgré tout, mon grand-père qui mériterait qu'on fasse un colloque sur lui. Notre suggestion pour Micha, qui était un personnage haut en couleur, un homme d'affaires exceptionnel, même s'il n'a pas fait que des bonnes. Euh,
était connu pour son immense générosité. Il faisait du récit tout le temps. Et mon père était son messager, son envoyé, d'aller amener le Shabbat à une grand-mère, à une tante, ou même à des employés. Il faisait beaucoup de recettes, notamment avec ses employés arabes, au moment de l'Aïd. Euh, L'autre chose, c'est que dans la famille, il y avait un amour aussi pour le chant et pour les ta'amim constantinois. Tam, en hébreu, je parle en présence d'un rabbin. Tam, c'est aussi un goût. Et en effet, il y avait un goût c'est ce qu'il rappelait dans ces ta'amim. Et il a passé sa vie à rechercher ces ta'amim de son enfance. À Constantine, il y avait la synagogue des Drahi. Donc voilà, c'était toute la famille de mon grand-père qui était réunie et qui avait une façon de chanter ces ta'amim constantinois qui était très particulière et qu'il s'évertuait à à reconstituer lorsqu'on lui donnait à chanter le Nishmat Kol Chai. Il connaissait la Gada de Pessar par cœur sous ses airs, auxquels il attachait une importance très importante. La cuisine, évidemment, mais on ne va pas sortir les manuels de cuisine pour parler du couscous et de la tfina constantinoise, mais ça faisait partie aussi de cette fierté juive. Et, passons. Euh, Évidemment, les fêtes, les réjouissances, dans lesquelles, à la moindre occasion, on sortait les violons, le violon de Cher Raymond, euh, et le fameux Malouf constantinois, qu'il écoutait toutes les semaines, je vous assure. Je malouf encore les disques de Cher Raymond en tête. Euh, et puis la troisième brique à cet univers juif constantinois, qui a été très important dans la constitution dans le projet de vie de mon père, était les EI. Les EI qu'il intégra à Constantine grâce à l'un de ses cousins, Roland Drahi, alias Bélier. Et au-delà de cette intégration et des amitiés inaltérables qu'il y noua, les EI jouèrent un rôle de catalyseur de son potentiel créatif et de meneur de troupe. Ce fut un terrain d'expression exceptionnel. Il joua des pièces de théâtre, écrivit des chansons de Pourim que certains de ses amis fredonnent encore. Euh, et à l'instar de la photo de Rabbanim de Constantine, il avait toujours sur lui, dans son portefeuille, sa carte des EI. Le dernier message qu'il a reçu d'ailleurs sur son téléphone, quand j'ai ouvert son téléphone, c'était son ami Jean-Pierre Melki, alias Mustang, qui prenait de ses nouvelles. Et quittons maintenant le pont suspendu de Constantine et prenons le bateau. Il nous manque la musique d'Enrico. Le rapatriement et cette identité juive qui devient une identité salutaire. Mon père vécut son arrivée en France comme un séisme, un cataclysme. Il restera, comme il le disait lui-même, nostalgique jusqu'à la fin de sa vie. Il arriva en septembre 61 en France dans des conditions très difficiles. Mon grand-père, qui avait un peu trop cru au discours de Gaulle sur l'Algérie française, a priori, je vous ai compris. Il semblerait que mon grand-père n'ait pas tout compris et a tout réinvesti jusqu'à son dernier franc en Algérie. Et il fut ruiné, il fut spolié. La famille transitait entre Montpellier, dans un appartement délabré. Le promoteur avait escroqué mes grands-parents et il leur livra un appartement inachevé. Et Paris, chez son oncle, boulevard de la Bastille, à quelques mètres d'ici, qui faisait office de camp de transit de tous les cousins et cousines qui arrivaient de Constantine. Sentant son univers se dérober et de peur que voir cette identité juive soit dissoute dans ce nouveau bain métropolitain, comme beaucoup hélas, il se raccrocha à son judaïsme comme à une source de vie ou de survie. Il partit à la librairie principale de Montpellier, la librairie Sorams, et il y dévalisa en quelques mois tout le rayon judaïca et se mit en autodidacte à l'hébreu, l'étude des textes, Maïmonide, la Bible du rabbin Vogue, et puis les penseurs juifs contemporains, Ner, Lévinas, puis les actes des colloques des intellectuels juifs de France. Et cela va plaire à Sandrine. Celui qui l'avait acheté, il y avait une certaine Eliane Amado Lévy-Valency. Et pour l'anecdote, ce qui a retenu son nom dans Valency, c'est que ça leur a rappelé le nom d'un de ses amis de lycée qui s'appelait Lévy-Valency et s'est dit qu'il doit y avoir une origine constantinoise là-bas. Entre-temps, il rencontre ma mère. Il disait souvent que c'était un mariage mixte parce qu'elle était juive d'Alger, pardon, qui fut son autre bouée de sauvetage. Il était alors en proie à une très forte dépression. Elle fut la grande femme derrière le grand homme, celle qui donna confiance en lui, qui pansera ses plaies, ses peines, qui le poussa à se dépasser et qui le déchargera des contingences matérielles de ce monde. Il ne savait pas combien il gagnait.
Il ne savait pas conduire. Elle était là. Sous le signe de Sion, puisque nous allons parler maintenant d'Israël et de la dimension sioniste de son parcours, celle-ci fut le fruit à la fois d'un événement collectif et d'une rencontre décisive dont tu as parlé, Sandrine. Alors, l'événement collectif, comme beaucoup de juifs de cette époque, la guerre des 6 jours, euh, pour beaucoup de juifs de cette génération, la guerre des 6 jours marqua le début d'une prise de conscience de l'arrêté d'Israël. Beaucoup de juifs de diaspora, Pour beaucoup de juifs de diaspora, Israël était un concept assez abscon, très flou. Mon père expliquait cette distance par le fait qu'à Constantine, l'agent juif s'était fait très discrète, voire invisible. Et donc peu de juifs d'Algérie émigrèrent après l'indépendance. Mais au moment de la guerre des 6 jours, il y a eu une prise de conscience collective de l'enjeu existentiel, un peu plus de 20 ans après la Shoah, non seulement pour les Israéliens, mais pour les Juifs du monde entier. La tragédie pouvait recommencer. Un peu comme le 7 octobre, ou la récente guerre avec l'Iran, qui est appelée la guerre des 12 jours aujourd'hui. Beaucoup compris que l'identité juive et l'identité sioniste ne pouvaient se distinguer l'une de l'autre. Ma sœur naquit en décembre 68. Mes parents l'appelèrent Yael, pas seulement en hommage au personnage héroïque de la Bible, mais du nom de la fille du héros de cette guerre, Moshe Dayan. Et l'autre rencontre décisive dont tu as parlé, Sandrine, ce fut Eliane Amado Lévy-Valency. Là encore, il semblerait que lui le voyait comme ensemble le fait de la providence dans les circonstances de leur rencontre, et je suis heureux que tu n'aies pas parlé, puisque du coup, nos discours vont se compléter, relevèrent du miracle. En décembre 67, le fameux propriétaire de la bibliothèque Soran à Montpellier, dont il avait dévalisé le rayon Judaïka, lui annonça que pour un 10e livre, il avait le droit au 11e, gratuit. Et il s'est dit, tiens, il doit bien avoir une penseuse juive à découvrir. Et il tomba sur les niveaux de lettres de Eliane Amado Lévy-Valency, qu'il avait déjà rencontré dans les actes des colloques. Et il trouva ce livre d'une telle densité intellectuelle et qu'il décida de lui écrire pour lui faire part de ses remarques et de ses questions. Et il se trouva que cette lettre s'égara et arriva chez une certaine Jacqueline Lévy-Valency, euh, qu'il retrouvera par hasard à Amiens, une spécialiste d'Albert Camus, ça ne s'invente pas, qui décida du coup de renvoyer cette lettre au PUF, qui eux-mêmes le renvoyèrent à la destinataire, et qui, devant la pertinence des questions de ce jeune étudiant, décida reprit contact avec lui envoya une lettre à bonne destination cette fois-ci, et l'invita à venir la voir tout près d'Aix, à Sélonie. Elle-même venait d'accepter un poste à Bar-Ilan. Et à partir de là, naîtra la relation dont tu as parlé, Sandrine. Et elle l'invitera par la suite, mon père, à découvrir Israël. Donc c'est grâce à elle aussi qu'il a découvert Israël. Il n'avait pas de sous, il lui invita, lui a offert son premier billet pour Israël. Et c'est à cette occasion qu'il rencontra cette Dream Team, comme j'ose l'appeler, avec Neher, Lévinas, Manitou, Théo Dreyfus, Beno Gross, le grand rabbin Albert Hazan, qui devinrent à leur tour des référents dans l'existence de mon père. Notamment, j'appuie sur 2 personnages qui étaient très importants, 3 même, qui étaient le grand rabbin Hazan, André Neher, dont je porte le prénom en second, et Emmanuel Lévinas, dont il m'a donné aussi le prénom en 3e position. J'ai retrouvé aussi quelques autres du Manitou qui parlaient de mon père, notamment au moment de l'affaire du Carmel d'Auschwitz, en saluant ce courage. C'est ainsi que moi, à titre personnel, ces gens-là que j'ai redécouverts par la suite, que j'ai découvert comme des géants finalement de notre génération, bah, je me rappelle que avoir passé des Shabbats chez les Néer, ça paraît dingue aujourd'hui, d'avoir pris ma première cuite, je vous assure que c'est vrai, à 7 ans, chez Albert Hazan, ils m'ont ramené sur le dos, et d'aller chez Eliane Amado, qui habite à quelques mètres chez moi d'aujourd'hui, puisqu'elle habitait Saint-Mandé à l'époque. Et je me rappelle encore de ces multitudes de chats et de plantes grimpantes qui m'intriguaient et que je voyais comme une tante. Euh, et j'ai par la suite découvert tout leur univers. Et depuis, je me suis attelé à cette pensée qui est majestueuse. Mes parents faillirent faire leur alia en 82, parce que mon père avait obtenu un poste à Bar-Ilan. Et ce projet fut avorté en raison d'un drame familial.
qui vient annuler ce projet. Néanmoins, même si mes parents ont dû rester en France, mon père faisait quelques allers-retours avec Bar-Ilan. Israël a toujours occupé une place centrale dans nos vies. Ils eurent à cœur de nous transmettre cet amour d'Israël et de ne pas l'avoir comme un sujet dissociable de notre judaïsme. Yael, ma sœur, définitivement la plus sioniste de nous tous, fit son alia il y a 15 ans. Ma nièce Sarah est Rav Seren, elle est commandant au parquet militaire de Tsahal. Notre nièce Lomit est actuellement à Rafah, où elle est soignante dans une unité combattante et qu'elle a décidé d'intégrer après le 7 octobre. Mes neveux plus jeunes sont actuellement des yeshivot sionistes où ils ont la chance de bénéficier d'une formation d'excellence et à la fois en Torah, Gemara, maths, physique. Et ils seront aussi ils intégreront très bien prochainement à leur tour de salle. Et pour ma part, je me suis marié, c'est un tout coup du sort, une chance du sort. Ma femme est israélienne euh, et mes enfants sont scolarisés à l'école Yavneh et ont un amour inconditionnel pour Israël. Euh, je ne sais pas si je suis bon dans le temps, sinon je vais avancer. On est bon? Ok. Euh, Mon père entreprit Ah oui, mes parents avaient acquis un appartement à Eilat, qui était devenu le havre de paix de mon père. Il adorait nager, contempler la baie d'Eilat, écrire ses articles depuis ce lieu. Et puis, à la fin de sa vie, mais hélas, il ne l'a pas découvert. Il n'a pas pu le voir de son vivant. Ils avaient acheté un appartement qui était en construction. Il décide de l'acheter parce qu'il était tout près de la Rehov Rav Kook. Euh, et mon père a entrepris les démarches à la fin de sa vie pour obtenir la nationalité. On était un peu juste, donc il l'a pas obtenu. Mais il est enterré à Netanya. Il voulait être très près de ma sœur, et évidemment en Israël. J'ai envie de dire maintenant combat sioniste, combat céleste. Pendant plus de 45 ans, mon père n'a cessé de défendre les siens, sa communauté et Israël face à tous ses détracteurs. Alors, en France, il a très tôt mis en garde contre le danger de l'émergence de l'antisionisme, notamment l'antisionisme de gauche. Vous invite à relire Sous le signe de Sion, mais aussi La France au crépuscule. Si vous les relisez aujourd'hui, et j'en parlais avec Dov Maimon que j'ai rencontré ce Shabbat, il décrivait il y a 20 ans notre réalité actuelle. Euh, et puis, son autre cheval de bataille aussi, au sein de la communauté, il s'érigea contre tous ceux qui pensaient pouvoir, euh, sans partager la réalité israélienne, avec tout ce que cela implique, critiquer et tenter d'infléchir la politique israélienne. Il avait lancé cette pétition avec d'autres d'autres partenaires de cette association, notamment, tu me rappelais Michael Barzvi, avec Shmot Rigano, Pierre-André Taguieff. Il avait lancé ce combat qu'il pensait important. Euh, je l'ai vu pleurer aux accords de Camp David, il y croyait. Je l'ai vu pleurer de nouveau lorsque Rabin fut assassiné. Il avait conscience que rien n'était facile pour Israël, mais que ce qu'avait réalisé cet État en moins de 70 ans relevait du miracle. Et les deux dernières critiques de mon père étaient sur la guerre des 6 jours. En conclusion, identité juive, identité pied noir, identité française, identité sioniste, identité humaine, identité surhumaine parfois. Il fit partie d'une génération de titans qui vécurent des épreuves et des tragédies, mais qui surent se relever, construire, bâtir, sans ressentiment, sans désir de vengeance, comme nous le voyons hélas trop souvent. Et puisqu'aujourd'hui est mon anniversaire en hébreu, j'ai j'ai 8 ans, et que Shabbat, nous lirons la paracha Korach, et je suis heureux parce que tu en as parlé aussi, Sandrine, on ne s'était pas coordonné. On parle dans cette paracha aussi de disputes, mais la paracha commence en ces termes, Vaikar Korach. Et mon père disait, mais ce qui est une question que pose la tradition juive, Vaikar Korach, Korach a pris, et qu'est-ce qu'il a pris? Il disait, il s'est pris pour quelqu'un qui n'était pas, et il a pris tout court, et il nous explique que la faute de Korach fut de se poser, fut de se poser du côté de ceux qui prennent, et non pas de ceux qui donnent. Même si mon père a mené beaucoup de combats dans sa vie, comme le rappellent les maximes, comme le rappellent les maximes des pères, puisque c'est aussi le sujet de la paracha de cette semaine, les marloquettes, les disputes. Et comme tu l'as rappelé, Sandrine, les disputes qu'il a menées étaient comme celles de Shammai et Hillel, les Shem Shamaïm au nom des cieux. Et la tradition nous dit que Shamaïm, c'est le lien de Esh et Maïm, l'eau et le feu. Si on arrive à faire que de ces disputes sortent une vérité,
alors c'est des disputes qui sont vraiment au nom du ciel. Et je terminerai avec les mots de ma sœur. Elle doit m'écouter. Comme elle n'a pas pu être là la semaine dernière, moi, je lui ai piqué une partie de son discours et je m'arrêterai là. On ne peut pas s'arrêter sans citer le passage du Deutéronome. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Tu choisiras la vie afin que tu vives, toi et ta descendance. C'est ainsi que tu demeureras sur la vie, sur la terre qu'Hachem a promis à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. En s'étant troublé, cette injonction de nous interpeller encore plus et nous permet de trouver les réponses à nos questionnements. De son pays d'en haut, où il réside désormais, il doit être très ému de nous voir rassemblés ce soir, de voir l'hommage de ses amis. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dan, d'avoir rappelé cette vie d'engagement. Et moi aussi, je vais citer ta sœur Yael, qui nous écoute sans doute. Quand votre père nous a quittés, il y a eu un hommage qui a été organisé. Et elle disait, à l'âge adulte, il prit le parti d'utiliser deux autres armes, moins physiques, mais tout aussi percutantes, celles de la parole et de l'écriture. Et c'est ce qui vient de nous rappeler. C'est ce que tu viens de nous rappeler. Et c'est très émouvant de t'écouter parce qu'il y avait beaucoup d'émotions et de fierté. Et je pense que de là où il doit y avoir aussi beaucoup d'émotions et de fierté. Et puis tu nous as rappelé aussi qu'il fallait dire Drahi, on l'avait oublié. Sans plus tarder, nous allons passer à notre prochain intervenant. C'est Georges Elias Sarfati, qui est le maître de cérémonie ce soir. Il est professeur des universités, docteur en études hébraïques, linguiste, président fondateur de l'École française d'analyse et de thérapie essentielle. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages. Et le thème de son intervention de ce soir est de rappeler trois combats avec Raphaël Drey. Et on reprécisera aussi que si vous voulez intervenir, nous poser des questions ou livrer vos commentaires. Et on laissera à l'issue de toutes les interventions un temps de débat et de discussion. C'est à toi, Georgélia. Merci Sandrine. Euh, alors écoutez, je voudrais juste témoigner de trois moments de ma rencontre avec Raphaël Drey. Euh, Souligner, au-delà de son importance en tant que philosophe et interprète de la Torah, de son importance au-delà de sa contribution à la réflexion sur les liens entre psychanalyse et judaïsme, euh, l'apport euh, significatif de Raphaël sur effectivement le diagnostic de ce fameux nouvel antisémitisme, comme on l'appelait il y a un quart de siècle, puisqu'il a été précurseur. Il a été précurseur avec son essai Sous le signe de Sion. Bien sûr, d'autres l'avaient précédé, nous avaient précédé, Léon Poliakov, Paul Giniewski. Mais au début des années 2000, il y a eu un effet de convergence entre différents auteurs, Raphaël, Pierre-André Taguieff, Shmuel Trigano et moi-même qui étais le plus jeune, pour décrire l'émergence de ce nouveau phénomène idéologique qu'est l'antisionisme. Et c'est dans ce contexte que je l'ai rencontré. Et à partir du moment où j'ai eu cette chance et cette occasion, et Shmuel Trigano a été le médiateur de cette rencontre au départ, nous avons été constamment en relation et en dialogue. Et il m'a régulièrement sollicité par la suite, à partir de 2001, pour me joindre à d'autres combats que je vais rapidement évoquer ce soir. Le premier combat, c'est celui que Raphaël et Shmuel Trigano ont engagé en me sollicitant en 2001, dans le contexte de la formation de l'Observatoire du monde juif, où à ce moment-là sévissait à la rentrée 2001, rentrée universitaire 2001, un mouvement très vivace de boycott d'Israël, et notamment dans le monde académique. Et je me souviens, nous étions rencontrés dans le 12e arrondissement, à la rue Lamblardy, dans votre appartement, et nous avions mis en coupe réglée toutes les universités françaises. Et pendant des jours et des soirées très prolongées, nous étions là à faire l'inventaire des collègues susceptibles d'appuyer notre combat, notre contre-discours, nous opposant à ce qui était vraiment un décret quasiment national à l'échelle de toutes les universités françaises. Et je dois dire que ce n'était pas facile parce que il y avait déjà ce climat qui règne dans tous les établissements d'enseignement supérieur public en France,
ce qu'on appelle depuis peu l'islamo-gauchisme, mais qui se faisait très fortement sentir déjà à l'époque. L'idéologie, le palestinisme que Dan a évoqué tout à l'heure était déjà très vivace et très présente dans les universités. Et nous comptions vraiment sur les doigts de la main les collègues universitaires qui avaient le courage de signer nos textes. Finalement, c'était paru dans Le Monde sous la forme d'une tribune que le journal avait publiée. On avait dû payer quand même pour qu'il paraisse. Et par la suite, d'autres collègues nous avaient rejoints, mais c'était un moment extrêmement dramatique. Et Raphaël était très préoccupé parce que lui-même, grand universitaire à son époque, dans le domaine du droit, il était doyen de l'université d'Amiens à l'époque, était très préoccupé par la mutation idéologique de l'université, qui avait été, comme vous le savez, très favorable aux Juifs après la Seconde Guerre mondiale, mais qui se retournait complètement dans ce contexte où le palestinisme avait pris droit de cité et s'était imposé comme une véritable religion civile à l'intérieur des universités. Et puis le deuxième grand moment, c'était 2008, quelques années plus tard, cette fois-ci dans le contexte de la revue Controverse qu'avait fondée Shmuel Trigano et avec lequel nous écrivions régulièrement. Et à ce moment-là, le combat qui s'était mené, et Raphaël Drey était très actif aussi, c'était autour de la critique de l'altermondialisme, euh, version séculière, postmoderne du marxisme, si vous voulez, et qui avait atteint un niveau d'incandescence assez fort. Et dans le contexte où nous étions, les thèses de Shlomo Zand prenaient beaucoup d'importance. Et c'est un peu la queue de comète du mouvement plus sérieux des nouveaux historiens, mais effectivement, Michel a évoqué tout à l'heure son fameux essai Comment le peuple juif fut inventé, faisait beaucoup de ravages de nouveau dans les rangs des universitaires. Nous avions publié dans la revue Controverse pour réfuter les thèses et les prétentions de Shlomo Zand. Et Micha a eu raison de rappeler tout à l'heure qu'en effet, il faut l'assumer, le peuple juif s'est inventé, mais sur des bases normatives et axiologiques autrement plus intéressantes que celles qui consistent à fonder son identité sur le rejet et la haine d'un autre. Et le troisième moment, qui est le plus récent et qui a été très vif aussi, est de nature un peu différente. C'est le moment qui s'est joué en 2010 dans le contexte où le président des États-Unis était Barack Obama, lequel avait suscité un mouvement d'opinion très fort, J Street, qui s'était traduit en Europe par la désignation J-Call, qui était emmené à l'époque par Daniel Cohn-Bendit, Bernard-Henri Lévy, Alain Finkielkraut et Elie Barnaby pour ce qui était des principaux signataires, et qui avait montré déjà les signes d'une division idéologique interne à la communauté juive française, mais au-delà, européenne, et qui avait assigné à la diaspora pour la première fois, de manière très retentissante dans l'histoire de l'opinion internationale, un peu un rôle de juge et de procureur de l'État d'Israël. Ce qu'on a vu se multiplier ces derniers temps, de nouveau dans le contexte de la guerre contre le Hamas et puis plus récemment contre l'Iran. Et là, Raphaël était très soucieux de nouveau et on s'était mis au travail pour essayer de susciter un mouvement d'opinion qui fut en mesure d'opposer des thèses rationnelles à ce que le mouvement J-Call avait appelé l'appel à la raison et qui avait été assez largement signé. Et dans ce contexte-là, nous avions fondé Raison Gardée. Alors, Shmuel Trigano, Raphaël Drey, notre collègue Jean-Pierre Ben-Simon et moi-même. Et nous avions rédigé une tribune importante soumise à la signature. Donc, c'était une pétition qui s'était intitulée Raison Gardée. Alors, l'idée Raison Gardée était de Raphaël d'ailleurs. On avait tout de suite adhéré à cette proposition. Pourquoi le titre Raison gardée? Parce que les adversaires idéologiques qui avaient signé l'appel à la raison se présentaient comme les détenteurs de la rationalité et des pacifistes dont toutes les aspirations étaient fondées sur le bon sens, reléguant ainsi dans le camp des bellicistes présumés ceux qui ne ratifiaient pas leurs propositions. Alors, la plateforme de l'appel à la raison consistait à
condamné Israël. Je cite les expressions utilisées déjà à l'époque du fait de la poursuite des implantations israéliennes en Judée-Samarie et préconisé la solution à deux États. Bon, on sait ce qu'il en est aujourd'hui. Tout ça est très mis en cause par les dernières circonstances historiques que nous avons traversées, que nous traversons encore. Il y avait eu une grande réunion à Bruxelles en avril 2010 où avaient participé ces grands tribuns que sont BHL, Daniel Cohn-Bendit aussi. Et dans un article dont j'ai retrouvé la trace récemment, qui était paru dans la revue de Bernard-Henri Lévy, La règle du jeu, Laurent David Samama avait écrit que les gens de raison gardée étaient des extrémistes qui contestaient les porte-voix du peuple israélien dans notre pays. Alors c'était évidemment assez caricatural. Alors j'ai retrouvé, parce que j'avais gardé le dossier de travail que nous avions fait avec Raphaël Choumel et Jean-Pierre Ben-Simon, un document authentique. Je vous le montre de loin. C'est le tract que nous avions édité chez un imprimeur parisien, sur lequel figurent à la fois quelques petites propositions, mais aussi un graphique. Alors voici ce que comportait ce tract, le texte: Israël, État juif souverain, une démocratie sous tutelle n'est plus une démocratie. Après Oslo, le Liban, Gaza, deux points, le Hamas à Jérusalem, point d'interrogation. Et puis, Jérusalem, capitale du peuple juif, ne démissionnez pas devant le bellicisme palestinien, signez raison gardée, comité israélien, avec une adresse de site web. Alors, le texte très simple que je vous ai lu rappelle évidemment les circonstances historiques d'alors. Après Oslo, évidemment, un certain nombre de fractions de la communauté juive commençaient à déchanter, puisque les accords d'Oslo, comme vous vous en souvenez, ont été suivis d'une vague d'attentats extrêmement violentes en Israël, notamment à Tel Aviv. Le Liban, parce qu'il y avait eu un retrait unilatéral du Liban au moment de la deuxième intifada. Gaza, parce que Gaza avait été restitué en 2005. Et donc, Raphaël Drey a posé la question, on devrait mettre cette interrogation, le Hamas à Jérusalem. C'était vraiment très visionnaire relativement aux évolutions ultérieures. Il s'agissait aussi de réaffirmer les grands principes du sionisme: Jérusalem, capitale du peuple juif. Bon, il n'y a rien d'extrémiste dans cette proposition, puisque je me souviens, étant jeune, j'étais à la Chomère à Tsaïr, et on avait à l'époque signé, pour ceux qui en étaient membres, un document qui s'appelait la Charte de Jérusalem, et qui consistait effectivement à préconiser l'affirmation de cette proposition: Jérusalem, capitale du peuple juif. Bon, depuis lors, depuis 2018, on sait que la Knesset a adopté une loi stipulant, en dehors de ce principe, que l'État d'Israël était l'État-nation du peuple juif. Alors, ce tract comporte en outre un graphique, un graphe. De loin, on ne peut pas en voir le détail. Ce qui est intéressant, et c'était l'idée de Raphaël Drahi, c'était de comptabiliser l'essor des deux pétitions sur un laps de temps de quelques mois, entre le mois d'avril et le mois de juin. Alors au début, J. Cole avait recueilli un certain nombre de signatures, et finalement au mois de juin avait plafonné à 6 000 signatures, tandis que Raison Gardée, qui n'avait pas qui n'a pas voix au chapitre, ni dans les médias ni dans la presse, par sa seule existence et sa seule diffusion de manière très artisanale, était arrivé à la même époque à cumuler 12 000 signatures. Alors c'était intéressant parce que ça montrait une chose, et l'intuition de Raphaël et de Shmuel était très fondée, que finalement, dans les grandes organisations fortement financées, y compris de l'extérieur, les États-Unis, la Commission européenne de Bruxelles, eh bien, très souvent, les initiatives institutionnelles reflètent assez peu le pays réel. Et d'une certaine manière, cela avait permis d'apporter cette contre-épreuve que finalement l'opinion juive majoritaire n'était pas du tout du côté de ce mouvement très hostile par ailleurs à Israël dans ce contexte. Alors, je me souviens, et ce sera mon mot de conclusion, j'avais demandé à Raphaël, dans dans une conférence qu'on avait tenue ensemble au centre Manitou de Jérusalem,
Je l'avais dit, mais depuis le temps que nous nous connaissons et que vous m'avez gentiment convié à chaque fois à appuyer tous ces engagements, pourquoi avez-vous mis tant de cœur à tous ces combats? Et il m'a répondu, il me tutoyait comme un fils, il me disait, mais je vais te dire une chose, moi, faisant référence à Milan Kundera, je n'ai jamais oublié cette phrase de Milan Kundera qui dit, je vous lis cette citation de Milan Kundera, nous n'avons qu'une vie, et si nous la manquons sur le plan spirituel, il n'existe pas d'instance d'appel. Voilà. Merci beaucoup, Georges Elia. C'est vrai que Raphaël Drahi confiait qu'il se posait presque quotidiennement une question. Pourquoi existe-t-il une violence individuelle ou collective? C'est la question qui lui-même se posait. Et pour y répondre, il a mené des combats, comme tu l'as rappelé, des combats divers et variés. Et je te passe la parole maintenant pour annoncer notre prochaine intervenante. Alors, merci Sandrine. J'ai le plaisir de donner la parole à Judith Buchinger, qui est avocate et fondatrice de l'association d'études Jonathan Sachs, le grand rabbin de Grande-Bretagne. Non, absolument pas, c'est parfait. Alors, merci à tous, merci à Micha pour son invitation, son amitié. Je suis très émue de me retrouver ici ce soir, puisque Dan, on s'est retrouvés à l'occasion du 3e Yahrzeit du Rav Sachs à l'Écuge. Et l'objet de ce Yahrzeit du rabbin Lord Jonathan Sachs, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, qui a été grand rabbin d'Angleterre pendant plus de 20 ans et qui a marqué son temps de son vivant et depuis son décès, j'ai souhaité mettre en résonance ses écrits et son action dans le monde avec celui de Raphaël Drahi. Pourquoi? Parce que la langue de Raphaël Drahi et sa structure, la verticalité de sa pensée est très similaire à celle du Rav Sachs. En tout cas, il y a de très très belles résonances. Et c'est sur cette vision du texte, c'est-à-dire de la manière dont Raphaël Drahi nous amène à penser le texte, que je voulais vous convier ce soir. Alors, j'ai 2 livres de chevet, je dirais, en tout cas qui font partie de mes tables de Shabbat, des fêtes de Pessah, qui sont les livres de Raphaël Drey sur la sortie d'Égypte et la traversée du désert. Et pour revenir au Rav Sachs, le Rav Sachs a fait traverser tous ses écrits par une vision qui est celle de l'éthique de la responsabilité. Et c'est aussi celle de Raphaël Drey, notamment dans la deuxième partie, qui traite de la sortie d'Égypte sur la traversée du désert. Et en relisant ce deuxième tome, d'abord, on ne s'en lasse jamais, tant le propos est clair et à la fois structuré, juridique. Alors, ça me parle parce que je suis juriste de formation, je suis avocate. Et en même temps, c'est très enlevé, ça peut être très lyrique, extrêmement sensible. Et cette symbiose, en fait, entre la rigueur de l'analyse du texte et une pensée très, très personnelle et tout à fait marquante. Et chaque fois que j'ouvre les livres de ton père, Dan, je suis saisie par ce que j'y trouve. Et là, ce que j'y ai trouvé dans la traversée du désert m'a parfaitement saisie. Alors, c'est pas que je les connais par cœur, hein, loin s'en faut, mais en tout cas, je les ai lus très souvent, je les ai lus, je les ai relus. Et là, j'y ai découvert en fait une forme de progression dans les chapitres et dans les éléments du texte que Raphaël Drahi rappelle, qui font une résonance tout à fait particulière avec ce qui s'est passé en Israël depuis le 7 octobre. Alors, je vais vous situer, en tout cas, en tout cas, ma volonté de vous faire rentrer dans les mots et dans la pensée de Raphaël Drahi au moment de la mort du grand frère de Moïse, qui était Aaron. Et Aaron était un grand pacificateur. Et on sait que les difficultés de langue, en fait, de transmission qui habitait Moïse, puisqu'il était bègue, étaient compensées par l'élocution et la douceur et la volonté de paix, la poursuite de la paix qui caractérisaient son frère. Et à ce moment-là, Raphaël dit, alors je vais vous citer un peu son texte parce que c'est beaucoup plus intéressant que ce que moi je pourrais vous dire. Il dit, donc, en fait, ce sur quoi je voulais attirer votre attention dans la progression du texte,
c'est que dans tout ce passage-là, dans la traversée du désert, Raphaël Drahi met en avant la figure de Moïse comme un leader qui tente, coûte que coûte, de faire régresser la plainte, la pulsion du retour en Égypte. Et là, dans les quelques éléments que je vais vous tisser, je pense que vous allez voir à quel point il le fait de manière absolument admirable. Donc, il décrit Moïse et qui songe à sa propre mort proche. Il pense à sa sœur Myriam. Et il se dit comment est-ce qu'il va pouvoir diriger seul ce peuple. Et il rappelle à quel point le texte de la Torah ne mentionne jamais l'ombre d'une colère d'Aaron et que Moshe se trouve face à ses propres pulsions, qui lui-même était plutôt, on va dire, colérique ou défenseur d'Israël, et face à la rondeur d'Aaron, sa volonté de faire la paix, il est tout à fait désœuvré. Et il rappelle à quel point le peuple a pleuré Aaron, mais il ne l'a pas pleuré comme les explorateurs l'ont fait lorsqu'ils sont arrivés pleins d'un désarroi face à la terre d'Israël et sont une forme d'inaccessibilité dans la conquête. Il décrit les pleurs d'Aaron de cette manière-là. Alors, dans la communauté d'Israël, en chacune des maisons éclate un immense et profond chagrin, la douleur de la perte. Pendant 30 jours, Aaron est pleuré, et dans le pleur se mêle la peine de l'absence irrémédiable et déjà l'élancement du souvenir. Tant de familles avaient appelé leur premier-né Aaron. Ces pleurs ne sont pas une lamentation funèbre désespérée. Ce premier Av n'est pas un neuf Av. Le chagrin des Bnei Israël n'a pas pour cause la perte d'un chef. Il est provoqué par ce qu'Aaron représentait et dont les Bnei Israël sentent à présent que le manque se fera éternellement sentir. Ainsi, le peuple révéla-t-il, au moment de la disparition d'Aaron, moins un attachement morbide que la véritable adhésion aux valeurs auxquelles avait voué sa vie l'homme qui venait de mourir. Donc là, Raphaël Drahi nous montre que dans ce deuil-là, il y a une sorte d'accession aussi à un niveau de maturité du peuple. Et quel est l'événement dont il parle, que j'avais, en tout cas dans le texte, que j'avais absolument oublié? C'est que un des points de rencontre entre le peuple d'Israël et la terre d'Israël va se situer dans une guerre contre Arad, qui est un peuple qui va prendre en otage des Bnei Israël. Et il est marqué que cet épisode, donc le roi d'Arad a fait des prisonniers. Or, les descendants d'Abraham ont reçu de lui une intransgressible tradition. Un peuple n'abandonne pas l'un des siens, sans quoi il s'abandonne lui-même. Et les Bnei Israël récupérèrent leurs captifs. Les résonances d'un pareil geste seront plus intenses qu'on pourrait le croire. Pour la première fois de leur histoire, le peuple s'adresse directement à Dieu. Le retour des prisonniers dans le camp entraîne avec lui, comme l'avait fait d'ailleurs le décès de Aaron, à un niveau supérieur plutôt que de la plainte quand ils étaient retournés de leur visite de la terre d'Israël. Raphaël Drahi dit « Le retour des prisonniers dans le camp entraîne avec lui une nouvelle intériorisation de ces valeurs qu'Abraham, le premier, sut incarner, valeurs abrahamiques dont on ne saurait se réclamer ceux qui agissent et en méconnaissant et l'exigence littérale et l'inaltérable esprit. » Donc, il montre comme ça une gradation très intéressante de cette accession à la responsabilité du peuple d'Israël. Et là, je voulais terminer en vous parlant d'un autre parti qui, elle, était celle, on va dire, de Raphaël Drahi, le grand juriste qu'il incarnait. Donc, il montre en fait cette gradation et cette tentative, alors le temps manque, mais de Moïse de refouler la plainte, de refouler la régression dans sa posture et dans les disputes. Par exemple, vous avez cité la dispute qu'on va lire dans la section de la Torah de cette semaine avec Korach. On voit que Moïse sort du jeu précisément, ne souhaite pas rentrer dans la querelle. Et il y a une très très belle partie, alors que décrit magnifiquement Raphaël Drahi, et tu en as fait, l'admirable démonstration, Sandrine, lorsqu'elle a parlé du féminin et du masculin. Il parle de cet épisode des filles de Tsélophrade qui n'avaient plus leur père et qui souhaitaient avoir un héritage dans la terre d'Israël. Et cette question-là a laissé Moïse assez désemparé. Et là, Raphaël Drahi va parler de la naissance féminine du dialogue.
Et il va décrire la manière dont les filles de Tsélophrade vont amener leurs paroles. Et là, donc, on est encore dans une gradation tout à fait supérieure. Il dit, au lieu d'asséner leurs revendications comme l'avait fait le peuple d'Israël tout au long d'épisodes dramatiques de leur histoire, les explorateurs, Korach, les filles de Midian, voilà, toutes ces pulsions de régression, eh bien, les filles de Tsélophrade, elles, vont asséner leurs revendications et la formuler dans le déroulement d'une parole audible, arbitrée par une triple référence, qui tient lieu aussi de vision, on va dire, du débat juridique ou de l'évolution d'une pensée juridiquement, on va dire, structurée. D'abord, et moi ça me parle en tant qu'avocate, notamment quand on plaide, c'est que les filles de Tsélophrade, elles vont articuler une histoire personnelle, intègre, un narratif sensible, mais pas plaintif. Ensuite, elles vont argumenter sur le plan juridique. Elles disent, bah, ça n'est pas juste. Et enfin, elles vont formuler une alternative, elles vont formuler une solution. Et ce qui est incroyable, c'est que Moïse, justement, c'est ce que décrit parfaitement Raphaël Drahi, c'est que c'est un passeur, il transmet la loi, il se retire, il incarne la médiation, il n'incarne pas la domination, il met en avant ce qui aussi habitait le Rav Sachs, une éthique de l'altérité, il donne la parole plutôt que de la monopoliser. Et il va donner, ce que dit Raphaël Drey, il va donner une vision de la loi qui ouvre à la subjectivité, mais pas à la culpabilité et pas au refoulement. Donc ça, c'est assez incroyable parce qu'on voit dans le dialogue qu'il va avoir avec ces femmes, pas un seul moment, il les regarde, on va dire, de haut, ou alors il va leur rappeler leur père avait commis un acte particulièrement répréhensible dans le désert. Il ne les ramène pas à une parole régressive ou culpabilisante. Au contraire, il les écoute et il fait sien leur argumentaire. Et Raphaël Drahi dit que ça, c'est une véritable innovation du texte, cette réaction de Moïse. Et on voit que Moïse, dans son rapport à la loi, dans son rapport à l'autre, dans son rapport à la terre d'Israël, il est dans un mouvement perpétuel de transformation, qui décrit d'ailleurs aussi très bien dans son livre Et tu choisiras la vie, de cette vitalité du texte et de la posture de l'identité juive. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Moi, j'ai eu la chance de connaître un petit peu Raphaël Drahi quand j'ai fait un stage à Radio J quand j'étais plus jeune. Et c'est vrai que ce qui m'a absolument marqué, c'était la rigueur de sa pensée. Et à la fois, il y avait une forme de bonhomie, je ne saurais pas comment le dire, c'est-à-dire il savait vous présenter vous voyez comme j'espère l'avoir fait, voilà, vous avoir fait goûter un petit peu à sa pensée et à ses mots, mais il le faisait de manière à la fois très intellectuelle, mais à la fois très, très accessible et très agréable, toujours avec un grand sourire. Et on dit que voilà, une des grandes valeurs, on va dire, d'une manière de se comporter chez les Juifs, c'est d'être toujours sévère panimia faute, d'être toujours avec un visage agréable. Et je me souviens, et je l'ai vu à plusieurs reprises à Radio J, hein, quand il venait faire sa chronique, je ne l'ai jamais vu dur, sentencieux ou prendre les gens un petit peu de haut, etc. Alors que souvent, ce qu'il disait, ses chroniques étaient d'un niveau parfois très supérieur voilà, à ce qu'on pouvait entendre. Et c'était vraiment admirable. Et moi, toute jeune étudiante, j'avais trouvé que euh, cette, euh, cette, euh, cette manière d'être au monde et dans son comportement et dans ce qu'il avait à dire était véritablement euh, révélateur de ce qu'est l'homme juif dans ce qu'il a de meilleur. Donc c'est ce que je voulais vous transmettre ce soir. Merci beaucoup. Vous nous avez montré la dimension, un aspect de Raphaël Drey qui a été évoqué, mais vous en avez fait la démonstration. C'est Raphaël Drey, exégète de Tous, et merci de votre présence. Donc, ce soir, je vais vous faire part de notes de lecture en remontant le temps avant ce qu'a dit Judith précédemment. C'est-à-dire que moi, je vais vous parler de la sortie d'Égypte, de cet ouvrage de Raphaël Drahi, qui me semble une très bonne porte d'entrée
pour accéder à son œuvre. Il y en a plusieurs, mais celle-là, elle est bon, magnifique. Et je voudrais vous transmettre le plaisir de lecture, ce que Judith a commencé à faire tout à l'heure. Euh, D'abord, c'est une lecture effectivement à laquelle on peut revenir, et c'est une lecture crayon à la main. C'est une lecture qui, pour moi, qui fait écrire. Parce que c'est une expérience de langue. La langue de Raphaël, elle est d'une richesse de vocabulaire prodigieuse. Elle est d'une densité, d'une organisation de la pensée, mais aussi d'une richesse de vocabulaire. Et je dirais que de la même façon que dans l'analyse des textes, il va utiliser toutes les ressources de l'herméneutique juive, de la même façon, il va concevoir ces mots et leur ordre et la façon de les peser. Ça se lit avec un crayon à la main, mais aussi avec un dictionnaire, pour ma part. Alors, j'ai lu aussi ce texte comme la trace d'une aventure de pensée. Et on va voir à la fin comment ça reprend la question de la sortie d'Égypte, qui est une expérience à refaire à chaque saison, hein, euh, ensemble et par chacun. Et donc, ce texte, il est la trace d'une aventure de pensée, d'une expérience de pensée, celle de Raphaël, mais on entend derrière tout son dialogue avec ceux avec lesquels il a étudié. Et je ne parle pas seulement des ouvrages, mais il me semble que une des dernières actions de Raphaël sur cette terre, ça a été d'étudier avec les siens. C'est dire l'amour de l'étude qui fait un avec la volonté de vivre. Et cet amour de l'étude, il rejoint, c'est une autre notion qui m'est venue, c'est l'amour d'Israël. Et je sens que ces livres sont écrits avec l'amour de l'étude, mais aussi avec l'amour d'Israël. Et quand je dis amour, je pense à la notion de transfert qu'il y a en analyse et qui sous-tend et qui tire le geste de pensée. Bon, et ça rejoindra certainement cette question du peuple qu'on verra plus loin. Donc cet ouvrage, La sortie d'Égypte, qui est sous-titré L'invention de la liberté, est suivi par La traversée du désert, qui est l'invention de la responsabilité. Et les deux vont ensemble. Pas de liberté sans responsabilité, pas de responsabilité sans liberté. Je dis quelques notions qui me semblent intéressantes. Auparavant, deux éléments qui parlent de l'actualité pour nous de cette lecture. La première, c'est que la méthode même de pensée de Raphaël rencontre les dessins de Chibolette. Et j'ai retrouvé dans son texte une citation que l'on pourrait faire figurer dans l'appareil des citations qui disent un peu l'esprit de notre travail ici. Il se place dans la filiation du Midrash qui, je cite, élève le substrat des faits bruts jusqu'à leur signification historique, jusqu'à leur fonction et leur valeur de symbole. C'est une véritable alchimie de pensée qui me semble intéressante. Et le deuxième élément, donc pour la méthode, c'est très important, comment aujourd'hui on va établir le texte des faits et comment on va interpréter ce texte. Et l'autre élément, c'est le thème, la sortie d'Égypte. Quand on en pratique la lecture, on rencontre la confrontation au pouvoir absolu, les menaces et les actions génocidaires de Pharaon, etc., qui sont d'une actualité évidente, notamment aussi tous les phénomènes de masse et de contagion qu'on observe dans le monde. Alors, au commencement de ce livre, il y a une première gageure qui est de rappeler et de soutenir que la sortie d'Égypte n'est pas un mythe, une histoire qu'on se raconte, ça parle d'un événement qui a eu lieu. C'est-à-dire que tout ce dont est porteur, et on va y venir, cet événement, qui est un événement anthropologique, c'est un événement qui a eu lieu à un moment donné, à un endroit donné.
Et je pense que c'est un travail qui dit son sens, notamment par les censures qu'il doit lever et les réactions qu'il a produites. Et je me souviens d'avoir écouté une conférence de Raphaël de 2007, je crois, qui est accessible sur Academ, où il parle de sortir d'Égypte, mais l'Égypte mentale. Et il rappelle la nécessité de d'abord s'intéresser à l'événement historique avant de pouvoir extrapoler sur l'événement psychique que c'est. Et il évoque les oppositions qu'il a rencontrées et les contestations, les réfutations, les tentatives de réfutation qu'ont soulevé son parti de faire exister d'une part cet événement, de le situer comme un événement réel, historique, et d'autre part, j'ai perdu mon idée. Bon, mais je la retrouverai plus loin. Voilà, donc, comment? Oui, je sais plus, je sais plus. Euh, oui, c'est peut-être que toutes ces oppositions qu'a suscité la démarche de Raphaël et les réticences qu'il a fallu vaincre parlent d'une véritable censure. C'est ce qu'il évoque au début de son ouvrage. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, je crois que j'ai retrouvé mon idée, il y a quelque chose dans l'événement, mais aussi ce qui en porte trace, qui suscite un refus. C'est que les textes de la tradition juive sont versés du côté de la religion et des objets de foi, et non pas du côté d'un traitement sérieux, scientifique, avec une pratique de l'herméneutique. Et c'est ce à quoi nous invite Raphaël, hein, en s'adressant à un public non juif, de prendre ces textes comme des traces d'un événement et de les prendre au sérieux et de les analyser pour rétablir une vérité historique. Et il le fait d'une façon que j'évoquerai un peu plus loin, mais c'est une histoire subjective. C'est-à-dire que, à partir de l'analyse des textes, il reprend la façon dont le sujet peuple va se construire progressivement. Parce que cet événement historique recèle un événement anthropologique, c'est-à-dire une mutation de société. Et c'est même un commencement d'une nouvelle société. Et alors, je ne saurais pas, je n'ai pas la compétence de reprendre ça, mais je me souviens d'un passage où il évoque la sortie d'Égypte comme une création, un deuxième temps de la création. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais enfin, il y a quelque chose de l'ordre de la création qui se joue dans ce moment-là. Et c'est-à-dire que sortir d'Égypte a tout un côté négatif, au sens, c'est sortir de la domination, c'est sortir de l'esclavage, c'est sortir du pouvoir absolu, mais c'est aussi un côté négatif, et je raccourcis mon propos. Un côté positif, c'est l'affirmation de la liberté et la création de l'État, les premières bases pour un État de droit. Mais c'est aussi, et c'est coessentiel à cette invention de la liberté, c'est la naissance d'un peuple. Alors, la conception de l'histoire telle que la pratique Raphaël, c'est une histoire qui met en œuvre un projet. C'est-à-dire qu'il va, dans le début de son livre, reprendre pour essayer d'élucider de quoi est-ce que le peuple va sortir. Qu'est-ce que c'est l'Égypte? Il y a tout un travail sur ce que c'est l'Égypte où il est indiqué comment le peuple juif est arrivé en Égypte suite à une défaillance d'Abraham dans son appui sur la parole de Dieu. Alors, je ne vais pas vous reprendre les choses parce que c'est une démonstration très précise, mais c'est à partir de, c'est relié à cette défaillance-là que le peuple juif va passer par l'Égypte pour finalement se constituer. Il va se constituer en se relevant de l'esclavage. Un point que je n'ai pas précisé, c'est que une des caractéristiques
de cette sortie de l'Égypte, qui est une sortie de l'esclavage, c'est que c'est une sortie de l'esclavage complètement. C'est pas je sors de l'esclavage, c'est-à-dire je ne serai plus esclave, mais je vais le pratiquer à mon tour. Mais c'est une sortie de l'esclavage au sens euh, je ne pratiquerai pas moi non plus l'esclavage. Il s'agit donc de créer une nouvelle société où l'esclavage ne soit pas la règle, comme c'était le cas. Et cette question de l'esclavage, elle est assez capitale pour que Raphaël y consacre une annexe entière où il fait le tour de toutes les pensées et les sociétés avec le shibboleth de l'esclavage. Il interroge chaque société et chaque pensée, quelle place donnes-tu à l'esclavage? Et on s'aperçoit que le judaïsme fait exception. Et un autre point par rapport à ce qui ressort de la sortie d'Égypte comme événement de pensée, événement positif, c'est l'invention de l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a un commencement et un début de temporalité d'une histoire qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'est pas une simple juxtaposition d'événements, mais qui va être la marque, la trajectoire d'un projet ou de plusieurs projets, un mouvement de sens et une construction. Et ça, c'est complètement inédit. Je vous invite à aller voir, à aller lire toute la comparaison sur la conception de la temporalité dans l'Égypte pharaonienne et dans le judaïsme. C'est absolument passionnant. Voilà, j'avance. Oui, ce point que je vous avais dit, une conception de l'histoire qui est une subjectivation. C'est-à-dire, c'est très intéressant de voir comment, par l'analyse des textes et la reconstitution, Raphaël va nous donner à sentir les états de la construction, de la subjectivation d'un sujet-peuple. Et ça, c'est indissociable d'un travail au niveau individuel personnel. Je dirais que, en fait, c'est une construction d'individus, que ce soit un individu peuple et un individu personne, et que les deux vont ensemble. Voilà, je vous ai dit l'essentiel de ce que je voulais vous dire. Je termine par quelques mots de conclusion. C'est que tout ce qui est dit de cette aventure du peuple qui se constitue et s'affranchit du joug de la dictature, enfin du pouvoir absolu, ça peut se transposer du point de vue personnel sur l'Égypte de laquelle chacun de nous est appelé à sortir. Et que c'est un travail infini qui doit se faire pour chacun, à plusieurs et de génération en génération. D'un tout dernier point, sortir n'est pas fuir. Ça m'inspire deux choses. C'est que d'abord, sortir ne relève pas d'un destin. C'est certainement pas, évidemment, se soumettre à un destin. C'est secouer le joug du destin. Mais c'est aussi fabriquer son destin. Et ça relève d'une décision. Et c'est le titre d'un des derniers chapitres de la sortie d'Égypte, c'est Destin et décision. Et je pense que ça nous concerne. C'est ce qui met en jeu tant la liberté personnelle que la décision au niveau d'un peuple. Et dernier point, dans une de ses analyses de texte, Raphaël indique que dans la Bible de Jérusalem, qui est la Bible qui fait référence pour le catholicisme, il est indiqué qu'il s'agit de la fuite d'Égypte. Et pour moi, ça m'a donné l'occasion, parce que j'ai grandi dans le christianisme et dans le catholicisme, c'est donc de ce lait-là que j'ai bu. C'est tout un travail intérieur d'arriver à concevoir autrement l'Égypte comme quelque chose non pas dont on fuit, mais quelque chose dont on sort. Et pour moi, ça a été l'occasion aussi de rencontrer la notion de peuple, qui dans le catholicisme n'est pas là. Je pense qu'il y a eu quelque chose peut-être par le travail de Paul, je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui a été retiré du judaïsme, si je puis dire, pour obtenir le catholicisme. Il y a notamment la notion de peuple. Voilà, je vous remercie.
Ok. Merci Thibaut. Portrait de ton père. Je voudrais raconter trois souvenirs qui parlent de lui, puisque bon, ça va être la fin. Trois souvenirs. Le premier souvenir, c'est quand on avait organisé le colloque Schmattès, la mémoire par le rebut, hommage. Et on avait invité un certain nombre d'intervenants. C'était au moment de la deuxième intifada, quoi, un moment très, très dur. Et on a eu besoin de se rassembler pour penser, pour faire ce travail de culture dont on parlait, pour résister. Et je n'avais pas pensé à Raphaël, que je connaissais pas bien à l'époque. Et puis, il se trouve, je l'écoutais à la radio, comme Sandrine l'a rappelé tout à l'heure, avec beaucoup d'admiration, d'intérêt, d'admiration. Mais voilà, j'avais oublié de l'inviter. Et finalement, au dernier moment, en écoutant son dernier billet, je me suis dit, c'est pas possible, il faut que je l'invite. Mais le programme était tellement dense, et vous savez, quand je fais un programme, il est toujours très dense et trop, que c'était vraiment pas possible. Donc je l'ai appelé et je lui ai dit, écoutez, franchement, le programme est fait, il est dense, on peut rien changer, etc. Mais peut-être que vous pourriez accepter d'être modérateur pour être avec nous et dire quelque chose en tant que modérateur d'une table. Et il m'a dit tout de suite oui. Il m'a dit tout de suite oui. Le plus important, c'est d'être avec vous dans cette démarche-là. C'est pas très important que je parle plus qu'un autre ou à la place d'un autre. Ça, c'est le premier épisode, premier souvenir avec Raphaël. Le deuxième, c'est il avait fait une émission avec Antoine Mercier sur Academ, et lui qui a fait 30 ouvrages, on en a rappelé quelques-uns des plus importants, une trentaine d'ouvrages, il a une œuvre considérable. À un moment, il dit à Antoine, et il prend un bouquin qu'on a fait ensemble, issu du colloque qu'on avait fait en Israël, Tensions et défis éthiques dans la pensée contemporaine. Et c'est un livre collectif, et il dit, voilà, aujourd'hui, on ne peut pas penser tout seul, il faut être un collectif, il faut penser ensemble. Les choses sont très complexes, et c'est important à la fois que chacun décline sa pensée, mais aussi que ça s'inscrive dans un collectif. Et ça, c'est tout à fait Raphaël. Donc, il sort un autre livre qui n'est pas un livre personnel, qui est un livre collectif. C'est-à-dire que c'est en ça que c'est un grand homme, c'est-à-dire quelqu'un qui est capable de dépasser ses propres passions intimes, ses propres intérêts, pour quelque chose de plus grand, qu'il estime de plus grand que lui, et quelque chose de collectif. L'amour d'Israël, c'est aussi ça, c'est l'amour d'un peuple, comme le disait Thibaut, c'est l'appartenance, ce sentiment d'appartenance. Et le troisième souvenir, qui est le dernier, quand j'allais le voir à l'hôpital dans les derniers jours, il me disait, écoute Micha, t'as combien de temps? Alors je lui disais, trois quarts d'heure, une heure, etc. Il me dit, bon, alors en fonction du temps que j'avais, il déterminait le sujet. Le sujet de la réflexion et de l'échange. Et on parlait les trois quarts d'heure ou l'heure dont je disposais. Il était très souffrant, mais voilà. Et c'était toujours en pensant, d'abord il faisait attention à moi, ensuite c'était attention aussi au peuple d'Israël, à l'unité du peuple juif, et sur un sujet qui nous intéressait tous et qui nous dépassait. Voilà les trois souvenirs de multiples souvenirs de Raphaël qui montre bien qui il était. Et je trouve que ce soir, chacun a évoqué son Raphaël, comme chacun a son Freud, d'une certaine façon. On parlait de transfert tout à l'heure, mais on voit bien qu'il a marqué tout le monde très profondément, et tout le monde chacun, mais aussi notre collectif, notre peuple. Dont il est une des grandes figures. Voilà, donc si je crois qu'on pourrait s'arrêter là puisque c'est l'heure, et je vous remercie vraiment tous infiniment de ce que vous avez apporté. Il nous manque, mais comme vous avez dit chacun, on continue à dialoguer avec lui, et imaginer dialoguer avec lui, penser avec lui. Je pense que ça nous aide à penser et à nous rassembler. Merci beaucoup.